Bonsoir. Bonne nouvelle pour les lycées scientifiques de Yamoussoukro et toute l'éducation nationale. Le porte-parole du gouvernement a annoncé aujourd'hui même la réhabilitation prochaine de cette école d'excellence. Les détails en début d'émission. Step Blatter et Jérôme Valque sont sanctionnés. Ces deux anciens dirigeants de la FIFA ont été reconnus coupables de violation du code d'éthique de la FIFA. On en reparle en début d'émission dans le Live Actu. Et ce jour, 24 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À cet effet, nous recevons ce soir le docteur Kwaku Jacquemin. Il est coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Débat et analyse, décryptage de l'information, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, nous sommes sur le plateau du Talk. Ils sont désordonnés, je suis désolée, aujourd'hui, je comprends pas... Pourquoi, Sophie? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous commencez comme ça tout de suite? So confused. Non, on démarre dans la bonne humeur. Ils sont complètement... Mais ils sont déjantés. Ah bon? Ils sont déjantés sur le plateau aujourd'hui. Tu nous as manqué, Sophie. C'est vrai? Ce qu'elle dit, c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Bonsoir Sophie, comment ça va? Ça va, oui, c'est ça. C'est bien, j'aime beaucoup votre coupe de cheveux. Merci. C'est bien, avec la raie. Always. Shine. Très bien. Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien, Brice. Je suis content de vous voir aussi. Moi aussi. Rihanna, aussi? Oui, Brissano. Mademoiselle Rihanna, aussi? Oui, monsieur Brissano. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Merci, ça va très bien. Monsieur Kouachi, comment ça va? Bonsoir, je vais bien, merci. Génial. Bon, alors notre petite fourmi a une info. Hier, exceptionnellement, elle était en balade, la petite fourmi. Oui. je l'avais envoyée en balade. Et ce soir, on parle de quoi pour notre petite info? On va parler du contribuable français qui a été très généreux et qui a décidé de faire un don à l'État français. Donc il a donné de lui-même, sans aucun crédit, sans aucun, on va dire, il ne devait rien, sans aucune pression. Il a donné au ministère de l'économie et des finances 40 000 € pour contribuer à réduire le déficit public. Donc c'est très important, je tenais à le dire, la tête de Sophie, je tenais à le dire. On parle souvent de l'État, on dit souvent que l'État devrait faire... L'État-providence. L'État devrait faire ci, l'État devrait faire ça, mais nous aussi on peut faire des dons pour contribuer à réduire le déficit public. Wow. Il s'appelle comment? Contribuable. Parce que je sens que vous allez aller le chercher là. Non, mais je Non, pense il a que voulu faire un don, certainement, on ne fait rien dans au hasard en l'anonymat. général. On ne fait rien au hasard. Quand tu fais ce genre de don-là, t'as pas envie qu'on sache que c'est toi. Il n'a pas fait dans l'anonymat. Attends, c'est Forcément, un seul c'est pas monsieur? C'est pas anonyme. C'est pas anonyme, voilà. C'est pas anonyme. Un seul monsieur? C'est un monsieur. Qui a donné 40 000 €. À titre personnel. En tout cas, c'est louable. Est-ce qu'il n'a pas détourné l'argent des impôts? Peut-être que c'est ça. En tout cas, c'est louable. Je pense qu'il veut que l'État français un jour se rappelle aussi de lui. Assez bon. j'espère. Bon. C'est ça. La preuve, on en parle sur ce plateau. Donc, mais c'est louable. Mais je sais pas, 40 000 €, c'est bien, ouais. Après, on n'est pas obligé d'aller à 40 000 €. Hein. Chacun peut faire des dons. Bon, justement, je tente de chercher. Je pense que je vais faire un don à l'État de Côte d'Ivoire. 10 000. Non, mais je pense CFA. qu'il aurait pu. Bon, après, chacun agit à sa manière, mais bon, peut-être faire un don à un orphelinat, exactement. faire Moi, un don à un EHPAD, ou ce genre de Exactement. choses, par Non, exemple. pourquoi? Mais faire un don à l'État, à c'est l'État, aussi ça se faire permet, un oui, don à justement, soi-même ça. de toute façon. Ah, Ça exactement. contribue justement C'est vrai que au c'est bien-être vrai, public, fonds, au développement des Et écoles. avec tous que les ça peut étudiants permettre- qui n'arrivent pas à manger en ce moment C'est ça. à Oui. Paris, En en France, France, ils vont ouais. faire un don. Oui, mais quand l'État a un programme Resto pour du Cœur, ce genre de améliorer les conditions d'études. Est-ce qu'il y a véritablement un programme? Parce que justement, si les jeunes continuent à ne pas avoir de quoi se nourrir, c'est qu'il y a un problème quelque part. En Donc tout est-ce qu'ils cas, ont mis un Justement, programme c'est en l'État. place? Parce que l'État ne peut pas tout faire aussi en même temps. Exactement. Oui, L'État donc recherche. justement, est-ce que cette personne-là, il aurait pu concentrer ses efforts sur des problèmes Pour être sûr que palpables? ça- Il a pas envie qu'on parle de Résoudre des je pense, problèmes. Parce que c'est on tellement, aurait parlé c'est de- tellement inédit, tellement inhabituel. Mais c'est surtout que ça ouvre la porte à un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'on pouvait aller aider l'État. Tout à fait. Et puis j'ai envie de dire, il y a des gens qui ont les moyens, qui peuvent utiliser 40 000 € pour aller se faire plaisir. Est-ce qu'ils Si sont- on peut est-ce que c'est utiliser déduit ça des pour taxes faire ou pas? plaisir à tous C'est la nous, bonne question. Est-ce que c'est déduit des taxes? Ça, j'aimerais À savoir. poser également parce que après aussi on sait que dans l'administration on reçoit beaucoup de dons aussi. Voilà, voilà, donc Voilà. Non, c'est pas nouveau. Bon, en tout cas, c'est une initiative pas très courante et notre petite fourmi a déniché cette initiative-là de ce Français qui a décidé de donner 40 000 € pour aider l'État En français. vrai, on ne sait pas qui c'est. Voilà, je crois qu'ici, on aurait tout de suite Peut-être une que c'est réunion une de femme famille. aussi, pourquoi Non, c'est un homme. Voilà, C'est on un va homme. faire une réunion de famille pour dire, toi, on se félicite, c'est l'État qui t'a aidé. la manière dont Ryan ne veut pas donner son nom, on dirait que c'est son oncle. Je sais pas. Ah, j'aimerais bien. Allez, J'aimerais bien. On va démarrer tout de suite notre tour de l'actualité du jour. C'est l'essentiel de l'information. C'est dans le Live Actu, ça maintenant.
Direction Yamoussoukro. J'y étais il y a quelques semaines. Effectivement, j'ai vu le lycée scientifique et j'ai eu un pincement au cœur. J'ai même eu très mal au cœur quand j'ai vu ce lycée d'excellence-là qui, franchement, n'avait plus son lustre d'antan. Et la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement, d'ailleurs je me disais depuis longtemps, que faisait le gouvernement? N'avait-il pas vu l'état avancé de délabrement dans lequel se retrouvait ce magnifique joyau architectural là qui était venu? Mais franchement, et la bonne nouvelle, c'est que les choses vont bouger. Très bien, tu l'as tellement bien introduit, Brice. La bonne nouvelle a été donnée aujourd'hui, notamment dans le rapport du porte-parole du gouvernement. Donc, suite au Conseil des ministres, il a été décidé de la réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro. On verra tout à l'heure que c'est un lycée qui, comme tu l'as dit, est un joyau pour notre pays. C'était une fierté pour le pays. Donc déjà, cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du projet Développer l'éducation, la formation et l'insertion des jeunes, un projet qui en abrégé se dit Défi 3. Donc, il vise à offrir aux jeunes ivoiriens tout simplement un accès élargi à des parcours de qualification, de compétences fondamentales et aux compétences professionnelles aussi. Et puis, par ricochet, à faciliter leur insertion professionnelle et la rendre des plus efficaces possibles. Donc, pour revenir un peu sur ce lycée, il est né en 1975 de la volonté justement du premier président de la République, feu Félix Houphouët-Boigny, qui d'ailleurs, pour lui, on va dire que la science, la technique et la technologie constituaient le moyen le plus puissant d'élimination du sous-développement en Côte d'Ivoire notamment et en Afrique. Donc ce lycée, c'est un établissement d'élite à caractère national et à vocation scientifique, c'est-à-dire que là-bas, on a exclusivement les séries C et D. Et puis, c'est un établissement d'excellence. Il faut savoir que là-bas, on passe en classe supérieure avec une moyenne de 12 sur 20. Les redoublements ne sont pas acceptés dans ce lycée. Et puis, on commence son parcours dans ce lycée, soit en classe de 4e ou en classe de seconde. Alors c'est un lycée, je le disais tantôt, qui était une fierté nationale pour le pays. On a vu de grands noms sortir de ce lycée, notamment le ministre des Sports Dan Paulin, le ministre du Commerce Souleymane Diarrassouba, le dirigeant d'entreprise Tidiane Thiam et bien d'autres grands noms qu'on connaît tous et qui sont des figures aujourd'hui. Soit en classe de 6e, soit en classe de seconde. En classe de 6e et en classe de seconde, exactement. Alors, malheureusement, au fil des années, on a vu ce lycée, ce joyau, comme tu l'appelles, Brice, se dégrader. Les dortoirs n'avaient pas du tout beau visage, l'auditorium n'était plus exploitable. Il y a eu un incendie, notamment en janvier 2020, qui a encore donné un mauvais visage justement à ce lycée-là, qui fait toujours un petit pincement au cœur chaque fois qu'on le voit, parce qu'il a un énorme potentiel. Eh bien, la bonne nouvelle est tombée, il va être réhabilité et puis on pourra revivre, pourquoi pas, la beauté de ce lycée d'antan. J'ai une question que je vais extraire d'une... de l'AFD également. Oui. Tout à fait, oui. Alors, parmi les noms que vous avez cités, vous n'avez pas cité Fabrice Sawignon. Oui, Non, mais c'est vrai. Vous ne m'avez pas cité moi aussi, même si je ne suis pas encore ministre, mais je suis un ancien de ce lycée. Serge Kouachi était au lycée scientifique. Lycée scientifique et mixte. Très franchement, au-delà de l'enseignement de qualité qu'on a dans ce lycée-là, vous n'imaginez même pas à quel point c'était un joyau. Vous n'imaginez même pas à quel point. C'est un lycée, mais qui a été construit et qui n'avait rien à envier au plan d'université américaine. Vous avez un lycée dans lequel vous avez 3 ou 4 cours de tennis. Vous avez un lycée dans lequel vous avez une piscine olympique, un bassin de 6 mètres. Vous avez un stade olympique, omnisport, vous avez un gymnase omnisport, vous avez une salle de cinéma, un auditorium, vous avez des blocs de A jusqu'à Z en ce qui concerne les dortoirs. Alors moi justement, je disais tout à l'heure que j'allais extraire la prochaine question d'une chanson de Fally Ipupa. Comment on a pu laisser ça se casser? Mais c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on en arrive là, alors que ça a été longtemps décrié, ça a été graduel au fur et à mesure que les promotions... Et puis ça s'est pas dégradé d'un coup. Bien sûr, ça a été longtemps décrié. Voilà. La fondation Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui, quand on regarde ça, on a juste envie de dire heureusement qu'il a eu le coup de génie de la placer sous l'UNESCO. Parce que est-ce qu'on arrive aujourd'hui, nous, à prendre soin de ce genre d'établissement d'excellence? Parce que ceux que vous avez cités, mais vous n'imaginez même pas à quel point ils sont légion, les cadres de ce pays qui sont passés par le lycée scientifique. J'ai même vu Billy Didier, une photo de Billy Didier où il était en 6e. Je me rappelle quand j'étais en 6e, en tout cas quand j'étais en 6e, il est passé justement parce que son album venait de sortir et tout. Je ne sais pas si c'était un ancien du lycée. Oui, j'avais une photo de lui. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il faut
enfin, l'état de nos infrastructures, c'est très important. Et quand on voit que c'est en train de se dégrader, il ne faut pas attendre le dernier moment parce que ça coûte beaucoup plus cher à l'État d'avoir à réhabiliter tout, à reprendre sur une base, je vais dire zéro, plutôt que d'entretenir au fil du temps. Mon souci, ou mon incompréhension, c'est au niveau de plusieurs de nos pays d'Afrique subsaharienne qui étaient des joyaux du continent il y a 50 ans, il y a 60 ans. Pourquoi est-ce qu'on avait des beaux pays, on avait des belles villes, des beaux infrastructures, et puis 50 ans plus tard, la technologie a avancé, le monde est beaucoup plus développé, plus ouvert, mais c'est comme si on a régressé de 60 ans. Oui. Ça dépend de la place qu'on accorde à je pourrais dire, On a senti l'entretien. l'émotion dans ce que vous avez dit. Oui. Oui, parce que... L'infrastructure, De belles infrastructures. c'était plutôt bien. Mais c'était ça. Oui, j'ai bon, senti. voilà, tu vois. Là, Anglophone. Oui, et ça dépend de la place qu'on accorde aussi à l'entretien, à la préservation. Lorsqu'on parle de préservation, donc si je prends par exemple des sites touristiques, on a de grands sites touristiques malheureusement qui sont abandonnés ou en état de délabrement parce qu'on n'a pas peut-être cet esprit de conservation que les pays européens ont, par exemple à conserver des châteaux d'époque. Je prends la première école de Côte d'Ivoire. Vous parlez d'esprit, mais c'est plutôt des politiques. Non, oui, mais même, je veux dire, on peut avoir un bâtiment tout neuf, peut-être même administratif, dont la gestion est confiée à ceux qui l'utilisent et tout, qui va être neuf et au bout de 2 ans, 3 ans, on va commencer à constater un état de délabrement progressif de cette infrastructure en fait. Donc on parle de conservation, de préservation, d'entretien et surtout d'investissement dans nationalisation ou de privatisation des établissements. Est-ce qu'à un moment, on ne devrait pas, pour ce genre d'établissement-là... Je suis désolée, le lycée Sainte-Marie, c'est un lycée public. Bon, public. Moi, j'ai fait le lycée Sainte-Marie, mais jusqu'à présent, les infrastructures au niveau du lycée Sainte-Marie sont restées telles quelles. L'idée, s'il vous plaît. Par exemple. L'idée, en fait, peut-être la question, c'est que c'était, comme Rayana le disait tout à l'heure, c'était des joyaux qui avaient été l'initiative personnelle, privée du président Félix Houphouët-Boigny. Et avec sa disparition, il y avait peut-être pas de politique qui avait été mise en place. Voilà, c'est ça. Le problème dans ce pays, c'est le manque de continuité. En fait, à un moment, il faut... Quelqu'un qui finançait personnellement peut-être l'entretien de cela. Pas de problème. Mais au-delà, quand on regarde le financement qui a été fait, on se dit une fois qu'il a disparu, est-ce que finalement c'est un investissement intéressant pour la suite des événements? Est-ce qu'on pense à dans 10, 15, 20 ans? C'est ça. Et de plus, là, on parle de cette école aujourd'hui, mais il y a tellement d'autres établissements, il y a tellement d'autres lieux. On parlait d'établissements, on parlait d'infrastructures tout à l'heure. Même à Yamoussoukro, on ne parle même pas forcément d'établissement, on parle aussi même de voirie. C'est ça. Avant la voirie, quand on sortait de cet établissement-là, quand on avait le bac, en principe, le cursus normal, quand on était excellent, c'était d'aller à l'INSET à l'époque, ce qui est devenu l'INPHB aujourd'hui. Vous aviez l'INSET, vous avez l'UNSTP, ça formait tous les ingénieurs. Voilà. Même et même monsieur Fabrice Savognon également, qui était à l'INSET aussi, monsieur Aboubacar aussi d'ailleurs, voilà, parce qu'ils étaient copains à l'époque là-bas sur ce campus-là. C'était un campus qui n'avait rien à voir également aussi avec les problèmes de l'université. On les enviait tous, nous on était, parce que Sainte-Marie, nous on était à l'IPP, des écoles. Après on est parti du Pivot, après on est parti de on voulait tous y aller justement. Nous à l'époque, quand on était au lycée, moi j'avais un grand frère qui était là-bas, qu'on partait en BT. Ils avaient des tickets resto, je crois qu'ils coûtaient 200 ou 300 francs, je ne sais plus, M. Savognon me dira. Mais c'était un resto 4 étoiles, leur réfectoire. Ils avaient de l'eau chaude. On mangeait du steak de cheval, il y avait de l'eau chaude. Vous étiez dans les conditions pour travailler. Mais quand ils arrivaient en vacances, on disait voici les élèves du lycée scientifique. Mais c'était l'élite, tu vois, on a respect. En tout cas, c'est que la nouvelle génération pourra revivre en fait ces beaux moments que vous décrivez. Edith parlait tout à l'heure d'un esprit. Et c'est véritablement ça, parce que tu parlais de politique, mais je pense que c'est aligné, les deux choses sont alignées. C'est qu'il faut inculquer encore ces valeurs-là d'entretien, de conservation, de préservation. On dit, voilà, mais surtout sur tout le continent. Et pour toutes les infrastructures qu'on a sur le continent. Parce que c'est malheureux de voir ce qu'on a pu faire avant et qu'aujourd'hui, quand on voit que les autres pays avancent, nous, on stagne. Nous, on régresse. Et en même temps, il faut aussi appeler, j'ai envie de dire, presque au civisme, hein, je veux dire. C'est ça. Quand vous sortez d'un établissement pareil,
c'est bien de se regrouper en association. Je pense que si ça a été fait Oui, ça a été par fait plusieurs par la associations, façon même aussi, des fois, il y en des a anciens du lycée des anciens du lycée scientifique qui avaient commencé à faire des dons Des dons, pour oui. réhabiliter et tout. Et c'est eux d'ailleurs qui ont tiré la sonnette d'alarme. À Et, plusieurs reprises. je pense que c'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on en arrive là. Mais c'est bien également de penser à ce genre de mouvement-là, parce que l'État ne peut pas tout faire, ne peut Exactement. pas être partout en même temps, même si on n'imagine pas comment est-ce que l'État a pu rater les rendements de ce lycée-là pendant tout ce temps. Parce que c'est un sacre, Mais quand même. c'est bien de se constituer aussi en association d'anciens élèves ou d'anciens étudiants pour pouvoir venir, pourquoi pas, aider à entretenir. Et même quand on n'est Japon. pas ancien, hein, moi je prends le cas de l'école EPP Cocody Sud. Mon fils avait passé son CP là-bas et j'étais choquée par l'infrastructure qui était complètement délabrée alors que c'est la première école de Cocody. On va dire que c'est un site touristique, ça doit être classé Voilà, comme un vous site avez, touristique. cours Tout de était en piscine. lambeaux, le plafond était pourri complètement dans presque toutes les salles de classe. Aucun entretien et j'étais choquée. On se demande comment ils continuent Et donc, finalement, avec des amis, des conditions. anciens aussi de cette école, parce qu'il y a beaucoup de ministres, de maires qui ont fait cette école, EPP Cocody Sud. Et finalement, on s'est mis ensemble. J'ai lancé un appel sur Facebook, j'ai pris les photos et ils m'ont rejoint. Et on a pu cotiser, se mettre ensemble pour pouvoir réparer le plafond qui était complètement pourri, changer la toiture également, parce que quand il pleuvait, les enfants étaient obligés, les bébés là, d'écoper dans les salles de classe en le Voilà. vélo. Comme dans une Il y a pirogue. pas- il y a Comme pas dans une besoin de pirogue 40 percée. 000 euros Voilà, l'État. pas Voilà, besoin. on peut aider l'État Nous-mêmes, aussi les en faisant ce genre de initiatives, choses. voilà. Tu m'en veux. Non, je t'en veux pas. Je vais peut-être solennellement ici lancer un appel parce que vous avez utilisé vos moyens. Donc, à tous les anciens parce que j'étais jaloux quand même de vous hein, quand vous en parliez. Bah, je disais les gars du lycée scientifique et tout. Sainte-Marie. Bon, les anciens du lycée moderne de Divo. Voilà. Donc, sur ma page Facebook, je vais vous laisser un petit message tout à l'heure. Mais il n'est jamais sur Facebook. Il n'est pas gentil. Ça sera l'occasion. Ça sera l'occasion. Je vais y aller spécialement pour ça, pour la bonne cause. Sur ce, on va aborder le deuxième point, et c'est du sport à l'international. Ouais. Eh bien, la FIFA sanctionne 2 de ses anciens dirigeants. Bien. Exactement. On entend Alors- gros parler de la FIFA. Ouais, mais tu sais, le terme qu'on a utilisé ici, la casa de la FIFA, la casa de la FIF, et puis on parlait de rebondissement, c'est vraiment le cas de le dire avec la FIFA, parce que depuis qu'on a démarré, que de Ça rebondissements. s'arrête pas. Et ça continue. Donc les sanctions, comme tu disais, des sanctions sont tombées aujourd'hui, mercredi 24 mars 2021, et elles concernent les 2 dirigeants, Joseph Sepp-Blatter, président de la FIFA de 1998 à 2015, et Jérôme Valk, secrétaire général de la FIFA de 2007 à 2015. Alors ils ont été jugés coupables par la chambre juridictionnelle de la commission d'éthique indépendante de la FIFA de plusieurs violations du code de l'éthique de cette institution. Les enquêtes menées donc par la FIFA ont déterminé que les 2 anciens dirigeants avaient violé plusieurs articles de la Constitution. Notamment, je cite, sur le versement de primes liées aux compétitions de la FIFA à des hauts responsables de la direction de la FIFA, sur divers amendements et prolongations de contrats de travail, ainsi que sur le remboursement par la FIFA de frais juridiques privés dans le cas de M. Valk. Il est surtout reproché donc à Sepp-Blatter et à Jérôme Valk de s'être accordé d'importants bonus à partir de 2010. Les 2 dirigeants donc, ont été sanctionnés par les interdictions de toute activité liée au football, que ce soit administrative, sportive ou autre, tant au niveau national qu'international, pour une durée de 6 ans et 8 mois, mais également à payer chacun une amende d'1 million de francs suisses, soit environ 900 000 euros. Alors, comme je disais au début, les décisions donc, motivées ont été notifiées à ces 2 gentlemen ce mercredi 24 mars 2021, pas 24 décembre, et ont également été publiées sur legal.fifa.com. Alors, je précise que les précédentes interdictions, parce qu'ils avaient déjà été sanctionnés, de participer à toute activité liée au football prononcée à l'encontre donc, de messieurs Blatter et Valk par la commission d'éthique indépendante en 2015 et 2016, n'ayant pas encore été purgées. Donc ces interdictions notifiées ce mercredi 24 mars 2021 n'entreront en vigueur qu'à l'expiration des interdictions précédentes, c'est-à-dire le 8 octobre 2021 pour Sepp Blatter et le 8 octobre 2025 pour Jérôme Valk. Donc soit 8 ans et 3 mois d'interdiction pour M. Blatter et 11 ans
pour Jérôme Valk. Alors, vous aviez, vous, un petit sourire pendant que vous donniez l'information, mais sur le plateau, on en souriait tous, pour une raison précise. Oui. D'abord, ça parle que d'argent. Ouais. Et puis, c'est... En fait, c'est la tutelle du football mondial, le donneur de leçons qui a son C'est verre, son panier rempli de verre Mais je finalement. pense qu'il y en a un qui est passé au travers des mailles du filet. Je pense que c'est le chouchou des Français, Platini, qui était trempé aussi, dans une affaire avec Sepp Blatter pour gestion déloyale où il avait touché, je pense, 2 millions de francs suisses, soit 1,9 million d'euros. Et on se demandait pourquoi et comment. Et eux, ils te disaient que c'était le reliquat d'un salaire, d'une affaire sur laquelle ils s'étaient entendus. Voilà, Le point commun, il y a plein de choses comme ça. À toutes ces choses-là, ce sont des gros sous. C'est une histoire de gros sous. Toujours. On ne parle pas de football, on ne parle pas d'équipe, là, on parle La d'argent. FIFA, c'est pas une Totalement, république de c'est- bisounours. C'est pas la démocratie, ça n'existe pas forcément là-bas. Je veux dire, moi, voilà, la quand transparence dans j'entends la tout ça, gestion. Quand j'entends tout ça, j'ai envie de dire, donc, vous êtes en train de vous mêler de nos affaires ici, là, il y a de grosses failles comme ça dans votre système. Non, mais moi, Mais je- en fait, il montre l'exemple. Après, au Faites final, ce que pourquoi je dis, est-ce que- mais ne faites pas ce que je fais. En fait, Exactly. moi, mon souci aussi, c'est de comprendre comment on peut, en tant que dirigeant, au cadre de la FIFA, avoir ces pratiques illégales, sachant qu'on a un organe qui est très réglementé, qui a une constitution avec des textes. Et on se dit qu'on est peut-être tellement puissant, tellement fort et tellement au sommet qu'on est capable de pouvoir espérer passer entre les mailles du filet et tordre le cou à l'institution. Moi, j'ai juste envie de dire que à la ce qu'on Constitution, dit voilà. là, déjà, Alors que ce c'est qu'on dit réglementé. là, c'est que la face visible Oui, de l'iceberg. parce que quand ça Il y a arrange plein tout le monde, encore, on parle oui, pas. il y en a d'autres encore là dont on n'a pas encore parlé. C'est pire, je pense même Et encore. puis c'est à se demander, parce que quand l'amende est de 900 000 €, on sait très bien que ce qu'ils ont détourné, c'est beaucoup plus que ça. Donc Ouais. est-ce que peut-être ce n'est pas... ils ne se disent pas, bon, on le fait au pire des cas, on sera sanctionné. Bon, Sepp Blatter, il a quoi? On a vu, fait passer une photo, on dirait qu'il a presque 90 ans. papy, oui. Est-ce que c'est pas quelque chose qui... Une stratégie? Sur l'amende, parce que sur les 2 millions de francs suisses, je crois que en septembre 2020, encore la FIFA exigeait le remboursement, exigeait de Platini le remboursement. Donc ça tombe pile poil à 1,8 million. Bon. Moi, je dis, quand je regarde ça, je dis juste pauvre Jacques Hanou, qui avait ses idées en face de Ouais. quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. C'est ça. Après, on a compris le résultat. En on a fait, vu je pense comment les qu'il choses. il sait Mais le c'est- fonctionnement de la FIFA. Ce Ouais. que je disais, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit, mais peut-être qu'il est obligé de s'associer et de faire un ticket avec Partout Motsepe, perdre. voilà, parce Ouais. que finalement, c'est que du business, Money, c'est que money, des money. des gros sous, pardon. Et s'il veut être vraiment stratégique, sachant qu'il est très rigoureux, c'est un administrateur qui est respecté, qui est droit. Je ne sais pas si la droiture fonctionne également au niveau de la FIFA, mais bon, il est obligé de s'aligner. Et voilà ce qui s'est passé. Finalement, il est conseiller, si je me trompe pas. Il n'est même pas vice. Quelque chose, Voilà. bon, on va dire Vice-président. va peut-être changer un peu tout ça parce qu'il y aura, je pense, moins de gros sous, ne serait-ce que pour cette saison Ouais. dans le monde du football, parce que les stades ne se Oui, remplissent oui. plus. Et même au niveau des droits de retransmission des Donc matchs ça, et tout, ça s'est arrêté un moment parce Voilà. que voilà, les championnats étaient en pause, mais là ça il y a repris. moins de mise aussi au niveau des budgets aussi, parce que bon, Voilà. il y a moins de spectateurs et tout. On va Ouais, j'ai espérer que l'impression, s'il chers y ait amis, moins que d'argent, il y aura vous plus de... leurrez. On va espérer qu'il y ait moins d'argent, il y ait moins de corruption et plus de transparence. Ouais, ça c'est juste Vous le pensez temps qu'il y aura de la moins d'argent? C'est juste le Bah temps oui, de en la ce moment, c'est une grosse crise avec la Covid. Non, mais après, ça Mais ça dépend, va, parce ça que va, le football maintenant aussi arrive aussi à renflouer avec les paris sportifs qui Ouais. sont très, très, très développés. Et Mais même il y si a on ne peut pas se toujours- il y a déplacer au toujours un stade, grand manque. Il y a toujours un grand manque. oui, forcément, il y a toujours un manque, mais je pense qu'ils vont trouver un moyen de pouvoir Toujours. compenser ce manque Toujours. et s'adapter à la situation de la Covid. Toujours, avec tout l'argent qui circule, je suis Ah sûre oui. qu'ils ont des têtes Bon, pensantes. après, ce n'est que pure spéculation, tout ceci. Je m'en prépare à vous dire. On s'en tiendra aux Comme il y a décisions des de la milliardaires dans le justice. football, tu vois. Voilà, je ne comprends pas le rapport, mais bon. En tout cas, on espère que ce sera un exemple pour les prochains. Ouais. On espère qu'on n'entendra pas dans 5 ans que les anciens présidents ont fait la même chose. Quoi. Please, guys. Je pense qu'en plus de la CASA de la FIFA, on aurait pu rajouter les experts Abidjan. Les experts de la FIFA. Parce que vous avez fait une La FIFA. enquête avec des mobiles, et tout, des alibis même pour certains. on a trouvé. Parce que Bon. pour un dossier pareil, Stranger FIFA. Il fallait le faire. Bon, alors on va marquer une pause et nous retrouver tout à l'heure pour la suite du live talk en compagnie de nos invités. Et là, on parlera de lutte contre la tuberculose.
Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Pour en parler, nous avons avec nous le docteur Kwaku Jacques Maï. Il est le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Alors docteur, la tuberculose est déclarée maladie de santé publique. En Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux tout de suite? La tuberculose est effectivement une maladie de santé publique. C'est une maladie, je voudrais, avant d'y aller, donner une brève définition de la tuberculose, qui est une maladie infectieuse, contagieuse, due à un micro-organisme qu'on appelle le bacille de Koch. Bacille de Koch parce que c'est un microbe découvert en 1882 par Robert Koch, généralement appelé le BK. Et donc la situation de la maladie est préoccupante à la fois dans le monde et aussi en Côte d'Ivoire. Dans le monde, je dirais que la communauté internationale considère cette maladie comme une maladie très grave, dans la mesure où elle atteint plus de 10 millions de personnes chaque année et en tue 1,2 million chaque année. En Côte d'Ivoire, la maladie est également préoccupante dans la mesure où l'incidence est encore de 137 cas pour 100 000 habitants selon le rapport de l'OMS 2020. C'est-à-dire que la maladie pose encore un problème de santé publique puisque l'incidence est au-dessus de 100 cas pour 100 000 habitants. Et ce chiffre, c'est hors co-infection VIH-Sida. Oui, tout à fait. Et comment on contracte la tuberculose? Quels sont les signes annonciateurs? Quels sont les symptômes? On contracte la tuberculose de la manière suivante. C'est un malade qui tousse, ou qui éternue. Et s'il y a des personnes dans l'environnement immédiat de cette personne, elle va inhaler des gouttelettes de crachats émis par le malade tousseur ou au cours de la parole ou au cours du rire, s'il est en train de rire ou bien même de chanter. Il peut émettre des gouttelettes de crachats et dans ces gouttelettes, il y a des particules infectieuses de BK. Et donc, le malade, la personne qui est dans l'environnement immédiat va inhaler donc, ces gouttelettes et ces microbes vont se développer à l'intérieur de la personne. Et puis, les signes... de risque, voilà, les facteurs de risque, en fait. Comment on attrape la maladie en dehors de processus de contagion, de transmission. Mais oui. comment je la contracte sans être contaminée forcément? Comment je la développe? En fait, il y a deux facteurs qui favorisent véritablement l'infection. C'est la promiscuité. Si vous êtes très proche de la personne qui tousse, et la personne émet donc des bacilles dans l'environnement immédiat, vous allez inhaler. Si les bacilles sont en quantité très importante, vous allez inhaler. Je pense que la question de Mme Bleu, c'était le sujet zéro, par exemple, s'il en existe un, comment est-ce qu'il contracte les bacilles? Avant d'être contaminé. Mais, comment il contracte c'est quand il est dans un environnement où il y a un malade qui tousse. Sinon, on ne peut pas contracter la tuberculose comme ça, s'il n'y a pas de tousseur. Docteur, alors, je veux dire, aujourd'hui, si j'étais à la tête d'un programme, on se disait, bon, si on suppose qu'il y a 100 000 cas en Côte d'Ivoire, ces 100 000 personnes sont regroupées dans un stade pour dire, on va passer leur traitement. Si on finit de traiter ces 100 000 personnes, il n'y a aucun risque, par exemple, qu'on ait de la tuberculose en Côte d'Ivoire. Parce que personne n'aurait l'occasion de transmettre, de contaminer les autres. La maladie a cette particularité que vous pouvez contracter la maladie et être infecté par le microbe sans développer la maladie. Vous pouvez être au stade d'infection durant toute votre vie. De telle sorte que si vous ramassez tous les tousseurs, que vous mettez dans un stade, que vous les traitez, s'il y a des gens qui sont infectés mais qui ne toussent pas pour le moment, ils pourront développer la tuberculose plus tard et transmettre la maladie dans la population. Et c'est ce qui rend la lutte difficile, parce que dans la population, il y a au moins un tiers de la population qui est déjà infectée,
mais qui ne développent pas des signes Donc, on a de déjà- la maladie. Lorsqu'on est... Bon, ça, j'essaie d'être... On un n'est peu pas avec pratique. avec la maladie. Mais je veux dire, En fait, vous avez parlé de malades qui toussent. Mais ce malade qui tousse, est-ce que ça veut dire que depuis que la maladie existe, il n'y a pas eu de coupure de la chaîne de transmission, ce qui fait que on est tous des hôtes de la maladie indéfiniment, en fait, finalement. C'est pas comme le cancer qu'on peut développer parce que les cellules se multiplient. La tuberculose passe nécessairement par la contamination avec une autre personne. Avec une autre personne, bien sûr, bien sûr. Mais comment cette personne qui, on a parlé de contact la première zéro, personne de la chaîne. comment elle tombe malade en De fait. façon plus simple, comment Oui. est née la tuberculose Oui. sur cette terre? Parce que je crois on veut revenir. Oui, c'est ce que vous voulez comprendre, mais c'est compliqué. Ça. Personne, C'est le sujet de la poule et de l'œuf. personne ne le sait. Personne ne le sait. Entre la poule et l'œuf. La qui est maladie venu avant. existe depuis que le monde est créé. Et depuis l'Antiquité, on en trouve des traces sur les momies égyptiennes. Et donc, personne ne sait comment la maladie est venue. Et donc, c'est une maladie qui existe depuis que le monde est créé, pratiquement. Comment est-ce que, parce que j'ai lu quelque part que l'OMS compte éradiquer cette maladie-là d'ici 2030, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Justement, c'est là la grande bataille, parce qu'on veut éradiquer la maladie d'ici 2030. Pour y arriver, il faut beaucoup de moyens. Non seulement il faut traiter tous les cas contagieux, comme vous le dites, il faut les ramasser, mais comment les détecter? Ils sont dans la population, ils sont dans nos familles, ils sont dans nos villages. Comment les capter tous et les traiter? Sinon, la première stratégie, c'est de capter tout cela et les traiter. Deuxième stratégie, c'est de traiter aussi les tuberculoses infections. Je le disais, il y a au moins un tiers de la population qui est déjà infectée, mais qui ne développe pas la maladie. Cela constitue une autre stratégie de traiter tous les cas de tuberculose infection. Et par la détermination de l'infection se détermine à travers un produit qu'on injecte sous la peau et qui donne une induration 3 jours après. Et puis on sait que vous êtes infecté ou non. Et donc ces cas-là, l'OMS recommande actuellement qu'on les traite aussi, parce que c'est eux qui vont alimenter plus tard le lit de toutes sœurs. Bon, on a parlé des choses qui font peur. Docteur, dites-nous aujourd'hui, est-ce qu'on guérit de la tuberculose? Au moins une bonne nouvelle, avant de poursuivre. Totalement, on guérit de la Moi, tuberculose. avant ça, j'aimerais savoir quels sont les symptômes qui font que je me dis je vais voir si j'ai la tuberculose. Quels sont les premiers symptômes, les signes annonciateurs? Tousser. Oui. Tousser seulement? Il suffit de éternuer. tousser? Non, ce n'est pas la toux Dites-nous, seulement. docteur. Oui, la toux est véritablement le principal signe. Et quelle sorte de toux? Mais cette toux, c'est une toux, généralement une toux productive, c'est-à-dire la personne qui tousse émet des crachats. Voilà. Et puis, à la longue, la toux peut s'accompagner, les crachats peuvent s'accompagner un peu de sang. Mais ce n'est pas toujours évident. Mais cette toux s'accompagne d'autres signes qu'on appelle des signes d'imprégnation tuberculose. Et la personne, au fil du temps, va perdre l'appétit et donc va plus se nourrir correctement et va commencer à maigrir. Il y a aussi, la personne peut présenter la sueur nocturne, une fièvre le soir. Généralement, ce sont ces signes qui accompagnent la toux. Et quand vous présentez ces signes, il faut immédiatement vous rendre dans un centre de santé. Ce sont des signes qui ressemblent étrangement Oui. À la Covid, c'est ce que j'ai failli dire. Est-ce que finalement, est-ce que c'est facile à, comment je peux dire, à distinguer, à identifier en fait? Parce que finalement, quand vous parlez de tout, quand vous parlez de gouttelettes, ça on l'a entendu au début de la pandémie, lorsque vous parlez également d'éternuement, ça ici méprendre avec les symptômes de la Covid aussi. Est-ce que finalement, la Covid ne vous désavantage pas en termes de lutte contre la tuberculose? Ce que vous dites est exact. Il y a des signes véritablement qui la Covid partage pratiquement les mêmes signes que la tuberculose et les moyens de lutte sont pratiquement les mêmes. Parce que le port de masque, la distanciation, tous ces éléments sont connus au sein du programme de lutte contre la tuberculose. C'est des choses qui sont rassemblées dans une stratégie qu'on appelle le contrôle de l'infection qui sont développées sur les sites de prise en charge de la tuberculose. Donc c'est des choses qui sont connues, les signes sont pratiquement les mêmes, mais ce qui fait que quand quelqu'un tousse et qu'il est allé dans un centre Covid
et chez qui on n'a pas détecté la tuberculose, comment on appelle ça, la Covid. Et il est bien que cette personne se rende dans un centre de santé pour le dépistage de la tuberculose. Généralement, la Covid, en ce qui concerne la Covid, la toux, généralement, n'est pas productive. C'est une toux qui ne fait pas sortir immédiatement des crachats comme la tuberculose. Vous avez parlé de moyens. Vous avez dit qu'il faut de gros moyens pour essayer d'éradiquer d'ici 2030. Il ne reste que 9 ans, hein, comme le préconise l'OMS, la tuberculose. Mais on sait que plus de 12 millions d'euros ont été alloués à la Côte d'Ivoire en 2017 et 2019 par le Fonds de lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Quels ont été les fonds qui ont été attribués à la lutte précise contre la tuberculose, et quelles sont les actions que vous avez menées sur le terrain justement pour aider à éradiquer cette maladie? Ce n'est pas 12 millions qui ont été attribués. Les 12 millions qui ont été attribués, c'est uniquement pour la tuberculose. C'est pour la tuberculose? Oui, c'est pour la tuberculose, parce que... C'est par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et le paludisme, voilà. C'est la partie tuberculose qui porte sur les 12 millions. Et cet argent, nous l'utilisons pour acheter des médicaments, c'est très important. Les médicaments de la tuberculose, il y a deux formes de tuberculose, les formes résistantes et les formes sensibles. Et donc, les formes résistantes, les médicaments sont encore chers. Et nous utilisons aussi pour acheter des intrants, des radios pour le dépistage. Nous achetons des microscopes, nous achetons des outils de diagnostic de la tuberculose, que ce soit par la microscopie comme aussi par d'autres appareils, notamment le GeneXpert. Nous utilisons l'argent pour payer des communautaires pour le dépistage de la tuberculose dans les populations et pour le suivi des patients. Nous utilisons pour la formation, du personnel de santé. Nous utilisons aussi pour la réhabilitation des sites de prise en charge de la tuberculose. Et donc, il y a beaucoup de chantiers en matière de lutte contre la tuberculose par rapport qui devrait aider à réduire le taux de prévalence en Côte d'Ivoire d'ici combien de temps? Et de combien de pourcents à peu près? C'est les moyens qui sont attribués. Dans le cadre de ce programme. Dans notre plan, nous avons suivi le plan mondial. Nous, on devrait atteindre la fin de la maladie en 2030, comme tous les pays. Mais nous avons en Côte d'Ivoire ici notre plan stratégique. Dans notre plan stratégique, à partir de 2025, la tuberculose ne devrait plus poser un problème de santé publique. C'est-à-dire que l'incidence de la maladie devrait être en dessous de 100 cas pour 100 000 habitants d'ici 2025. Moi, j'ai envie de dire, c'est quoi la recette miracle? Quelque chose, vous nous disiez tout à l'heure, une maladie qui existe depuis le temps des momies jusqu'à aujourd'hui. Et là, subitement, on s'est dit, en moins de 9 ans, alors que déjà les chiffres ne sont pas en régression, en moins de 9 ans, on va arriver à pouvoir l'éradiquer. On aurait dit, sur quoi vous comptez? On compte sur la recherche aussi. Okay. Oui, la communauté internationale mise beaucoup sur la recherche et donc il y a beaucoup de moyens qui sont mis dans la recherche pour trouver des médicaments encore plus efficaces. Sinon, actuellement le traitement pour les formes sensibles vont jusqu'à 6 mois et si nous avions des médicaments qui pourraient traiter la maladie en 1 mois, 2 mois, nous pensons qu'on aurait encore des résultats meilleurs. Et donc la recherche pour trouver aussi un vaccin est en cours. Et donc, nous pensons que d'ici là, certainement, un vaccin, il y a plusieurs candidats vaccins qui sont en cours d'être testés. Et si nous avons un vaccin, nous arriverons à bout de la maladie d'ici 2030. Le BCG n'est plus d'actualité? Le BCG, le vaccin, il est toujours d'actualité. On le fait, c'est le premier vaccin d'ailleurs que nous faisons dès la naissance. Il est d'actualité, mais il a une efficacité limitée. Il est efficace uniquement pour les nouveau-nés, les enfants de moins de 5 ans, pour éviter les formes graves
des tuberculoses qui sont les tuberculoses neuroméningées. C'est pas que je m'inquiète pour votre plan, mais j'ai eu l'impression un tout petit peu que la recherche, est-ce que la recherche justement pour trouver un vaccin contre la Covid n'est pas venu un tout petit peu ralentir, encore une fois, les efforts que vous faisiez depuis pour retrouver un vaccin contre la tuberculose? En additif à votre question, est-ce que dans ces 12 millions, vous avez prévu un budget pour la communication? Parce que, comme Brice est en train de le dire, la Covid vous vole la vedette aussi au niveau de la bataille de communication, alors que je pense que la sensibilisation est un véritable atout dans la lutte contre la tuberculose. Et effectivement, la communication, vous le savez, la communication est très coûteuse. Et dans les financements qui sont octroyés, les premières choses, c'est de maintenir les services fonctionnels, c'est-à-dire les structures, les hommes, les médicaments. La communication, quand il y a un petit plus, nous allons à la communication. Mais vous savez, nous avons notre partenaire Alliance Côte d'Ivoire, qui s'occupe de ces aspects-là, qui bénéficient aussi de financement du Fonds mondial. Et c'est eux qui interviennent dans la communauté et qui interviennent dans la communication en soutien. Effectivement, ça ne coûte pas si cher. Il faudra leur demander de passer nous voir. J'allais demander, quand on vous entend parler, on a l'impression que tout avance très bien, que tout se passe bien. Vous ne rencontrez pas de difficultés sur le terrain? Si oui, lesquelles? Bien sûr, il y a des difficultés. Les difficultés portent sur le personnel. D'abord, le personnel de santé pour la prise en charge de la maladie. Vous savez, c'est une maladie contagieuse, donc le personnel est parfois réticent. Et nous, le ministère a fait du personnel pour la lutte contre la tuberculose, mais souvent, les infirmiers viennent, ils sont formés et puis ils repartent ailleurs faire d'autres spécialités. Et donc, ça, c'est un défi majeur. Nous avons lutté. Aujourd'hui, il y a une spécialité en pneumo et tuberculose qui est créée à l'INFAS. Nous pensons que cela va essayer de réduire un peu le départ du personnel de santé. D'autres défis encore, c'est la détection. La détection des malades à travers les nouvelles technologies, notamment le GeneXpert, parce que la microscopie qui a été toujours utilisée a des limites en termes de sensibilité. Et l'appareil qu'on appelle le GeneXpert a une plus grande sensibilité et donc permet plus de détecter la maladie. Comment faire pour étendre le GeneXpert sur l'ensemble du pays? Ça, c'est un défi parce que c'est très coûteux. Mais aujourd'hui, toutes les régions en sont dotées. D'ailleurs, c'est le GeneXpert qui permet aussi la détection de la Covid. Et donc, c'est un appareil qu'il faut étendre et c'est un peu coûteux. L'autre défi, c'est le meilleur suivi des patients parce que comme le traitement est long, les gens sont mis en traitement et parfois ils abandonnent. Et donc, comment faire pour qu'ils adhèrent véritablement au traitement? Parce que si un tuberculeux est mis en traitement qui n'est pas guéri, qu'il abandonne, il court le risque de développer une résistance et ça devient encore plus grave pour la communauté. Combien de temps de traitement? Docteur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la tuberculose est considérée comme une maladie de la honte sur le plan social aujourd'hui? Quel regard les Ivoiriens ont sur une personne qui a pu contracter la tuberculose? Et pour emboîter ton pas, en fait, en général, il y a une vingtaine d'années, avec l'apparition du sida, du VIH-sida, vu que c'était un symptôme, une maladie qui apparaissait avec le VIH, opportuniste, c'était stigmatisé, c'était mal vu. Donc, en général, je pense que toutes les campagnes VIH étaient aussi associées à une campagne anti-tuberculose. Et c'est peut-être pour ça que les infirmiers et d'autres médecins peut-être ne s'intéressent pas trop à intégrer les unités infectieuses, par exemple. Donc, comment vous arrivez à briser ce tabou? Déjà, quel regard les Ivoiriens ont sur cette maladie? Par le passé, je dirais que les Ivoiriens avaient un autre regard sur la tuberculose qui apparaissait comme une maladie de la honte. Nous-mêmes qui sommes là, nous avons eu à prendre en charge pendant plusieurs années des malades. Et dès que le malade arrive, avec les parents, lorsque tu fais le diagnostic que
tu annonces que le parent, le malade a la tuberculose, vous voyez immédiatement les autres parents tourner dos à leurs propres parents. Parce qu'à partir de cet instant, excusez-moi, 15 secondes, à partir de cet instant, ça nécessite une quarantaine. Et non, on ne met pas les gens en quarantaine. D'accord. Par le passé, effectivement, il y avait des sanatoriums. La tuberculose a connu plusieurs étapes dans son développement. Il y avait des sanatoriums où on partait garder les gens. Mais après, l'OMS s'est rendu compte que c'est inutile. Dans la mesure où le traitement que nous avons est très très efficace, en moins de 2 semaines, pratiquement le malade ne contamine plus. Il ne peut plus transmettre le BK à quelqu'un d'autre dès lors qu'il est en traitement. Et donc, s'il vit mieux dans sa communauté, vaut mieux qu'il reste dans sa communauté. Là, il peut bénéficier de la nourriture, il peut bénéficier du soutien familial que d'aller l'hospitaliser dans un coin où il sera dépaysé. Sinon, je pense qu'avec la sensibilisation, aujourd'hui, la perception de la population a changé. Et donc, on ne prend plus la tuberculose comme une maladie honteuse. À notre connaissance, la tuberculose n'est plus considérée comme une maladie honteuse. Et puis, le lien avec le VIH. Le VIH même aussi a connu plusieurs étapes. Aujourd'hui, on sait que le VIH est devenu pratiquement une maladie chronique. Et donc, le regard qu'on avait du patient VIH a aussi changé. Et donc, ce que nous percevons dans nos services de santé, c'est que la population ne prend plus ces maladies-là comme des maladies honteuses. La stigmatisation a fortement diminué. Alors, sur le plan social, toujours, docteur, aujourd'hui, quel type, selon l'expérience, les études que vous avez menées, quel type de personnes se trouvent être plus exposées dans la société? C'est des personnes à faible revenu? Quelles sont les couches vulnérables? Comment vous localisez cette maladie-là aujourd'hui du point de vue social, docteur? Oui, comme je le disais, la tuberculose passe toujours par une phase d'infection avant de tomber à la phase maladie. La phase, quand vous êtes infecté, on se dit que 90% des personnes infectées ne vont jamais développer la maladie. Ce n'est que 10% qui vont développer la maladie au cours de leur vie. Et quelles sont les personnes qui sont exposées? Et véritablement, la maladie sévit dans les couches de population les plus pauvres. Parce que la pauvreté a d'autres corollaires, notamment l'alimentation même. Quand vous nourrissez mal, vous arrivez à mal remplacer votre système immunitaire, le maintenir en l'état et efficace, de telle sorte que si vous êtes infecté, le microbe a le temps de se multiplier plus facilement si les moyens de défense diminuent. Autre population, bien sûr, on a cité le VIH, mais aussi toute maladie qui peut entraîner une diminution des moyens de défense. Notamment si vous utilisez les cancers, les diabétiques, toutes ces maladies font un peu le lit de la tuberculose. Mais aussi les populations carcérales, pour les mêmes raisons. Population carcérale parce que les prisonniers ils vivent dans des zones confinées. La nutrition n'est pas aussi ce que ça devait être. Et donc, ils sont malnutris et avec le confinement, ils ont beaucoup de chances d'être contaminés. C'est pourquoi nous intervenons beaucoup au sein de ces prisons. Il est important qu'on le sache, docteur. Un petit détail qui suscite ma curiosité. Vous aviez dit que 90% des personnes infectées n'allaient peut-être pas développer la maladie. Mais est-ce que ces personnes sont quand même contagieuses du moment où elles portent en elles l'infection? Non, pas du tout. Elles ne sont pas contagieuses. Voilà. Elles sont asymptomatiques et pas contagieuses. Contrairement par exemple à la Covid. À la Covid, exactement. Voilà. Si on fait un test, c'est le test de cutané à la tuberculose seulement qui va montrer que ces personnes sont infectées. Mais elles sont sans risque. Pour les autres. Pour les autres. Mais elles ont besoin de prendre un traitement. Oui, en l'état actuel, nous, surtout ceux qui sont des populations à risque de développer la maladie. Notamment, comme je l'ai dit, les sujets VIH. Systématiquement, nous les mettons sous traitement prophylactique.
notamment les sujets les plus jeunes, les enfants, parce que leur système immunitaire n'est pas encore efficace. Donc nous les mettons sous prophylaxie. Mais les sujets contacts, les autres sujets contacts qui sont à risque, notamment les sujets diabétiques, c'est de nouvelles stratégies que l'OMS a fortement recommandées et qui sont prises en compte, seront mis en traitement également. Ceux qui présentent des cancers également pourront être mis sous traitement prophylactique parce qu'ils courent un plus grand risque de développer une tuberculose de réactivation parce qu'ils ont déjà le BK dans le corps et avec la diminution des moyens de défense, ce BK peut se réveiller et devenir maladie. Donc c'est ce qu'on appelle la TBD. Alors docteur, pour cette année, le thème de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose est l'horloge tourne. Oui. Pourquoi vous avez décidé d'axer votre message sur ces termes-là? Les 9 ans qui restent avant 2030? Tic-tac, tic-tac. Justement. Depuis 2018, la communauté internationale, comme vous dites, la tuberculose était une maladie qui était un peu mise à l'écart. Mais en 2018, l'ONU a développé, au cours de l'Assemblée mondiale de l'ONU, ils ont choisi un jour spécialement pour développer un thème sur la tuberculose. Et donc tous les pays se sont engagés pour finir avec la maladie d'ici 2030. Et donc toutes les nouvelles stratégies, tout ce dont on parle, ça a été consigné dans des documents par tous les pays. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. On se rend compte que les efforts d'élimination de la maladie qui partent de la réduction de l'incidence à 20% par rapport à 2015, aujourd'hui, nous sommes seulement à 9% quand on prend au plan mondial. Il faut réduire le nombre de décès de 35% par rapport à 2015. Et aussi, dans le jalon 2020, on devait réduire de 35%. Nous sommes seulement à 14%. Et donc, après l'analyse de tout ça, bon, on se dit que le retard est pratiquement consommé et il faut aller très vite. Et malheureusement, le thème a été choisi. Malheureusement pour vous, pour nous tous d'ailleurs, il y a l'intervention de la Covid et dans les études, il est même dit qu'on risque de passer de 200 000 cas à 400 000 cas. Pour la Covid? Oui, pour l'intervention. Parce que je veux dire, avec la lutte, la Covid vient un tout petit peu compliquer vos actions. Bien sûr, oui. La Covid vient effectivement compliquer les actions de lutte contre les autres maladies, dans la mesure où tous les bailleurs qui accompagnent les pays orientent leur financement sur la Covid, parce que beaucoup de pays, même l'aide bilatérale, il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui fortement affectés par la Covid et donc qui utilisent leurs ressources pour eux-mêmes. Donc, effectivement, la Covid vient compliquer la lutte contre mais à contrario, est-ce que justement la Covid ne vient pas aider? Parce qu'on a les mesures barrières qui sont les mêmes qui seraient en prévention de la tuberculose. Est-ce que quelque part, ça ne viendrait pas limiter aussi la propagation de la tuberculose? Peut-être aussi le fait que la recherche scientifique ait pu, en moins d'un an, réussir à développer un vaccin, plusieurs vaccins. Est-ce que finalement, ça ouvre la porte à la production, à la réalisation d'un vaccin efficace pour la tuberculose, peut-être d'ici les 2 ou 3 prochaines années? Non, la recherche vaccinale accélérée s'est portée sur la Covid. C'est ça. On peut taper à la porte aussi pour profiter. Toutes les structures de recherche se sont orientées sur la Covid et donc n'ont pas privilégié la tuberculose. C'est ça les enjeux. Et c'est ça, malheureusement, l'objectif, c'est de profiter de la porte ouverte de la Covid. faite par la Covid. L'horloge tourne, je crois que l'horloge tourne, c'est également pour vous. C'est pour vous aussi. Voilà. Il faut accélérer le mouvement, il faut accélérer la recherche et les pays doivent s'engager. La communauté elle-même aussi doit s'engager parce qu'on ne doit pas compter uniquement sur l'État, sur le gouvernement. La communauté même doit se mobiliser pour la lutte contre la tuberculose. Tous les tousseurs identifiés dans les communautés doivent être orientés dans les services de santé pour être détectés et traités. Parce que tout ce qui est relatif à la tuberculose est gratuit aujourd'hui. Le gouvernement a pris les dispositions pour la gratuité totale de la prise en charge, que ce soit le diagnostic,
que ce soit le traitement, le suivi, les outils, tout est gratuit en matière de lutte contre la tuberculose. On demande tout simplement à la population d'aller se faire traiter. Le centre antituberculeux, il est à votre bureau. Vos bureaux sont à Adjamé. Oui. Donc le centre traditionnel de lutte contre la tuberculose est à Adjamé. Donc, et puis il y a d'autres moyens, médias, sur votre page Facebook pour pouvoir avoir toutes les informations. Parce que je rappelle que vous avez une série d'actions de sensibilisation donc, prévues dans le cadre de cette journée-là et au-delà. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été en notre compagnie, d'avoir permis d'en savoir plus sur cette maladie et les moyens de lutte pour que d'ici, vous l'avez dit, 2030, on n'en parle plus. En tout cas, elle soit complètement éradiquée. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Et nous souhaiterions venir de temps en temps, effectivement, vous parler de la tuberculose sur d'autres aspects que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci, messieurs. Mesdames. Monsieur, madame. Messieurs, il y en a d'autres derrière les caméras. On a été très, très heureux d'être en votre compagnie. On se retrouve demain sur ce même plateau-là. D'ici, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur vous.